Alors, euh, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu es venu dans le cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as eu envie à un moment de prendre une caméra et de nous raconter des histoires? C'est quoi l'histoire de ce geste? Ça vient de quoi? Alors moi, mon envie de faire du cinéma est venue tout simplement. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai commencé d'abord à travailler, moi, et j'ai travaillé jusqu'à 25 ans chez un commissaire-priseur, donc vraiment pas dans le milieu du cinéma. Ça correspondait en fait à une envie et plutôt à peut-être à un vice qui était ma curiosité et mon envie de découvrir d'autres vies que la mienne. Voilà, que je trouvais certes intéressante et riche, mais malgré tout pas assez. Et ce que me permet de faire le documentaire en particulier, c'est comme le dit très bien l'écrivain Pierre Guyota dans son livre qui s'appelle Coma, pour ceux qui connaissent Pierre Guyota, et il raconte pendant ses déambulations, c'est un écrivain qui marche beaucoup et qui se promène beaucoup dans Paris, un écrivain très solitaire et très silencieux, et qui en réalité est très curieux de la vie des autres. Et il dit, quand je me promène dans les rues de Paris et que je passe tout seul sous les fenêtres et que j'aperçois une mère qui va coucher son enfant, des gens qui discutent derrière une table, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être derrière la fenêtre avec eux et de les écouter et de les voir. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris aussi que c'était ça chez moi qui me permettait, qui m'avait donné envie de laisser tomber ce que je faisais et puis pour me lancer dans le documentaire et le cinéma pour aussi pénétrer d'autres vies que la mienne. Et c'est ce qui me, voilà, c'est ce qui me motive. Et donc voilà, comme on peut être des envies de petites souris ou des envies d'observateurs voilà, c'est grâce au documentaire, j'arrive à passer un an sur un campus universitaire en Chine en suivant le quotidien de la vie d'université, du Parti communisme, des étudiants. Et puis ensuite, j'ai passé un an avec un gitan dans les rues de Delhi en Inde. Ensuite, j'ai passé 3 ans avec Marie-Josée, à fréquenter Marie-Josée et à vivre chez elle pendant le tournage. Et bon, si j'étais resté dans ma vie de clerc, de commissaire-priseur, j'aurais pas vécu tout ça. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ça permet ça. Donc au début, c'est quelque chose d'égoïste en fait. Voilà, c'était pour moi. Voilà. Ah, ben merci de ton égoïsme. Alors, euh, sur ce film proprement dit, 2015, tu es intrigué par ce qui se passe, comme on l'est nous tous, mais on est peut-être moins curieux que toi, par ce qui se passe à Calais, la jungle et tout ça. Et tu y vas, et tu décides d'y aller. Voilà. Et là, je te laisse raconter la suite, puisque c'est là que tu commences à rencontrer des gens du Darfour qui te semblent différents des autres qui sont là à faire la queue aussi comme eux. Oui, alors donc en 2015, c'est le moment où il y a la grande crise des réfugiés. Donc je pense comme beaucoup d'entre nous, j'ai été très sensible à tout ça et puis me demandant ce qu'on pouvait faire. Et donc quand le camp de réfugiés a commencé à grandir à Calais, j'y suis allé pour voir ce qui s'y jouait. Et effectivement, je devais y aller une semaine pour faire des repérages, comme on dit, avec une idée de film et rien de précis, parce que je pars jamais avec des choses précises et je fais bien, parce que souvent je fais exactement le contraire de ce que j'avais imaginé. Et donc, finalement, j'ai passé pratiquement tout l'été à Calais, j'ai fait beaucoup d'allées et venues, et j'ai rencontré, à l'époque à Calais, c'était des Afghans, des Syriens, des Érythréens et des Soudanais, principalement. Voilà. Et donc j'ai recueilli des histoires d'Afghans, des histoires de Syriens. Et avec les gens du Darfour, c'était très particulier et encore plus fort, je dirais, parce que les gens du Darfour ne racontent pas leur histoire ou très difficilement. Et alors que les Afghans, les Syriens avaient même des revendications, n'hésitaient pas à raconter ce qu'ils vivaient et pourquoi ils étaient là, et à réclamer des choses, et avoir aussi un discours parfois sur les autres communautés. Et les gens du Darfour, et c'était l'histoire aussi que je connaissais le moins en fait, parce que comme peut-être la plupart d'entre vous, et c'est pour ça que j'ai mis à un moment donné l'extrait du 20h de David Pujadas, parce que j'avais oublié qu'on était prévenu de ce qui se passait et qu'on en parlait et que ça faisait l'ouverture du 20h.
Mais voilà, donc tout d'un coup, ils m'ont raconté à nouveau leur histoire, ce qui était pas simple. Hein. À chaque fois qu'ils me racontaient leur histoire, ils s'effondraient un petit peu. Et donc, voilà, j'ai pas insisté. Et puis, je suis senti très bien avec eux. Et je suis retourné dans la jungle. Et curieusement et bizarrement, en fait, cet été 2015, dans la jungle de Claël, c'était évidemment dur parce que c'était tragique, mais l'environnement et ce qui s'y passait et la vie auprès d'eux, en fait, pour moi, c'était presque agréable et je me sentais bien avec eux. Voilà, donc j'ai vraiment noué des sympathies fortes avec certains réfugiés. Et puis ensuite, quand je suis revenu en septembre à Paris, j'ai eu envie de raconter une histoire, plutôt de raconter l'histoire de tous les réfugiés. En plus, entre-temps, tous les journalistes sont arrivés, beaucoup de monde ont commencé à raconter l'histoire générale des réfugiés. Et puis moi, je me suis dit, en fait, ce n'est pas l'histoire générale des réfugiés et que la politique migratoire de l'Europe dont j'ai envie de parler. Là, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de raconter de l'histoire des peuples du Darfour, qu'on connaît mal, qu'on connaît peu. Et voilà, donc j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai commencé à travailler avec un des réfugiés plus précisément. Et puis, un de ces réfugiés a eu un accident de la circulation. Il s'est fait renverser alors qu'il était à vélo par un camion de chantier. Il s'est fait à moitié écraser. Et je l'avais rencontré, moi, l'été à Calais. Ça, c'était à l'automne. Et puis un jour, l'hôpital m'appelle, l'hôpital de Sens, en me disant: est-ce que vous connaissez ce monsieur? On n'a pas de contact, on ne connaît personne. Où est sa famille? Donc j'ai expliqué que sa famille n'était pas là, qu'elle n'était pas joignable. Et donc je suis allé le voir à l'hôpital de Sens. Et ils ont réussi à sauver sa jambe. Et puis après, quand il est sorti de l'hôpital, il est venu habiter à la maison, chez nous, avec ma femme et mes enfants, parce que j'avais mon fils aîné qui venait de partir faire ses études à l'étranger. Donc on avait une chambre de libre. Donc il est venu habiter et se requinquer chez nous. Et comme je voulais en savoir plus sur lui, sur son histoire, sans avoir à lui demander, à le questionner tout le temps sur son passé et sur comment tout ça s'était passé, j'ai lu des livres de Marie-Josée Tubiana. Voilà, c'est comme ça que j'ai d'abord rencontré Marie-Josée Tubiana, c'est en lisant ses livres anciens, ses enquêtes, et aussi ses livres plus récents qu'elle avait fait sur le Darfour, sur les femmes au Darfour, sur la crise migratoire, sur une partie de son travail. En fait, elle ne l'avait pas encore écrit, elle était en train de l'écrire, mais j'ai lu 2-3 de ses bouquins. Et puis ensuite, je lisais aussi les livres d'un militaire à la retraite qui avait été au Darfour, et Marc Fontrier. Et c'est lui qui m'a dit: mais Marie-Josée est toujours là, elle est active, et d'ailleurs, elle fait des choses avec les réfugiés. Voici son numéro, appelez-la. Donc j'ai appelé Marie-Josée et elle m'a dit: ah mais venez demain. Je lui ai expliqué ce que je faisais, que j'avais un réfugié chez moi du Darfour et que je voulais en parler avec elle. Et puis je lui ai expliqué aussi mon envie de faire un film. Et elle m'a dit: venez demain prendre le thé à 16h. Et donc j'y suis allé le lendemain. Et quand elle m'a ouvert la porte, c'était dans le petit salon, dans son appartement que vous avez vu. Et elle m'a dit: j'ai pas fini ma séance de travail encore, et est-ce que vous pouvez être patienté une petite heure que je finisse? J'ai dit: aucun problème. Et puis je suis rentré dans le salon, elle était en pleine séance de travail, comme vous avez vu, avec un réfugié, un traducteur. Je me suis posé là, j'ai assisté à ça, et je me suis dit que c'était là qu'il fallait être pour raconter l'histoire du Darfour. Et alors, est-ce que tu te rappelles de sa réaction quand tu lui as dit que tu voulais faire un film avec elle? Sa réaction, c'était pourquoi un film avec moi? Pourquoi un film sur moi? D'abord, moi, j'ai pas envie d'être dans le film, mais si tu veux faire un film sur les réfugiés, je peux t'aider. Et puis ensuite, je l'ai convaincue au fur et à mesure. J'ai réussi à la convaincre que j'avais besoin d'elle dans le film pour pouvoir raconter leur histoire. Voilà. Et puis, elle a accepté, d'abord un peu avec retenue, et puis ça s'est bien passé. Elle a vu aussi que mes interventions étaient très discrètes, que je filmais discrètement, et puis elle m'a laissé faire, et puis on s'est très bien entendu, et puis on est devenus amis, et puis on est partis en vacances ensemble, et puis quand je travaillais, j'habitais chez elle, donc finalement ça s'est fait assez naturellement, et puis elle a accepté d'être au centre du film. Voilà. Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, 3 ans. 3 ans, tu as... Il y a 3 ans de tournage. J'ai commencé le premier tournage en 2016, en mars 2016, et puis le dernier en 2019 ou début 2020. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu avais mis en place comme les questions de cinéma que tu t'es posées tout de suite? Bon, ça répond. Enfin, les premiers plans répondent un peu à ça, c'est-à-dire
tu étais quand même un adepte. C'est assez marrant d'ailleurs quand on voit les films de notre invité cette année. Il est un peu dans le même état d'esprit, des plans fixes, la caméra bouge, les plans séquences, tu laisses les gens évoluer et tout ça. Et je voulais ça. Qu'est-ce que tu dis immédiatement? Comment filmer cette femme dans cet endroit dont tu dis sous les toits de Paris? Tu vas nous raconter l'histoire du Darfour sous les toits de Paris. Voilà, bah ça, tout de suite, j'ai pris le parti de faire un huis clos et de rester dans son salon. Et quand j'ai découvert toute la richesse de son fonds d'archives personnelles et de son fonds photographique et de ses films 16 mm, j'ai très rapidement eu l'intuition que j'avais pas besoin, moi, d'aller au Darfour, d'aller essayer de faire des images tournées rapidement ou contemporaines, et que grâce à ces archives, j'allais pouvoir raconter le Darfour ancien, enfin le Darfour ancien, en tout cas le Darfour des 50 dernières années, et que ce salon serait voilà, un espèce de salon monde, une scène, et que tout le film se déroulerait sur cette unique scène, avec elle comme personnage principal, et puis voilà, les personnages qui viennent, qui frappent à sa porte. Et j'avais envie d'installer en fait les spectateurs dans le salon de Marie-Josée et de vivre auprès d'elle comme moi je l'ai fait. J'avais envie de retranscrire voilà, cette expérience, et ça m'a semblé tout de suite assez évident que je pouvais tisser la narration comme ça, et que je pouvais mettre en scène cette histoire-là comme ça. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est fait, là où tu as découvert qu'elle avait, bon là, il y a une mise en scène, mais en fin de compte, est-ce que tu savais dès le début qu'elle avait fait des films, elle avait été été par Jean Rouch? Est-ce que tu avais ces carnets aussi, ou c'est au fur et à mesure de vos entretiens, de vos discussions et tout ça, que c'est venu ça? Alors je savais qu'elle avait fait quelques images parce qu'il y en a dans ses livres, bon, et que c'est elle qui est créditée, donc je savais qu'elle avait fait quelques photos, mais après, comme c'était une ethnologue chercheuse, je ne savais pas si elle en avait fait juste quelques-unes ou si elle avait fait vraiment beaucoup de photos comme un photographe pouvait le faire. Et finalement, en fait, j'ai découvert au fur et à mesure toute la richesse de son fond de photographie. Et certaines de ces photos n'avaient jamais été tirées parce qu'elle considérait que ça n'en valait pas la peine, notamment toutes les photos où elle est dessus, donc c'est moi qui les ai fait retirer. Donc j'ai fait tout un travail de numérisation, et puis ensuite j'ai découvert les films 16 mm, et puis ensuite j'ai découvert des rushs qu'elle n'avait jamais utilisés de ces films 16 mm que j'ai trouvé dans son placard. Ça, c'est pas de la mise en scène, et ensuite j'ai fait digitaliser tout ça, numériser tout ça, et donc j'ai découvert au fur et à mesure, et ses carnets aussi bien sûr, parce que elle a un livre qui s'appelle Carnet de route au Darfour, donc j'en avais la connaissance, mais ensuite j'ai découvert les manuscrits, j'ai découvert ses petits cahiers, ses croquis. Et c'est ça aussi qui m'a pris énormément de temps. C'est pour ça que le film a pris beaucoup de temps, c'est qu'il a fallu plonger dans son fond, il a fallu mettre de l'ordre, il a fallu retracer tous ses parcours, tous ses voyages, il a fallu tout numériser, et ensuite il a fallu réfléchir à comment raconter tout ça en le mélangeant, en le tissant en parallèle de l'histoire très récente des réfugiés qui ont des témoignages tous voilà, très forts et très bouleversants. Donc c'était pas évident de croiser ces deux récits. Mais c'est au fur et à mesure que c'est venu, bien sûr. Oui, même tu dis des récits. Alors il y a le récit de sa vie, de son combat, de ce qu'elle a fait et tout ça. Puis on la voit surtout faire. Après, il y a ces gens qui viennent la voir et tout ça. Bon, si tu peux nous dire, là, il y en a 5 que en réalité, tu en as filmé beaucoup plus, non? J'en ai filmé une quinzaine. Et puis aussi, ce qu'il y a dans le film, c'est l'histoire du Darfour. La grande histoire. Et moi, j'ai vu le film 2 fois, et à chaque fois, je me pose la question. Je me dis, mais le boulot de montage qu'il y a eu, c'est-à-dire le montage des images, mais aussi le montage des sons. Donc, je voudrais savoir un petit peu comment tu as travaillé avec je ne sais plus si c'est une monteur ou une monteuse. Comment tu as fait pour qu'en fin de compte, ce film se déroule paisiblement. Parce qu'on passe de l'un à l'autre sans s'en apercevoir, quoi. Bon, ça, c'est la magie du... Mais là, je l'ai ressenti encore plus que dans un autre film. Bah, effectivement, c'est un film principalement de montage, parce qu'au niveau de la caméra et de la mise en scène, c'est assez simple. Les entretiens, je les ai filmés à chaque fois de la même manière, de la même façon. Donc ensuite, tout ce qui permettait
tisser le récit et de faire une construction et une tension narrative, tout ça, c'est joué au montage. Mon grand souci, c'était de croiser, parce que j'avais envie de raconter aussi le parcours de Marie-Josée, en tout cas son parcours professionnel. Je ne me suis pas du tout attardé sur sa vie personnelle, mais pour raconter ce parcours professionnel et le croiser avec le récit des réfugiés, c'était assez complexe. Donc j'ai pris le parti très rapidement de centrer le film sur elle. C'est pour ça que je commence par des plans assez lents, assez posés. On est avec elle sur des petites choses. Elle a oublié ses papiers, on s'installe, on est avec elle. Et ensuite, je raconte son histoire. Je commence à raconter un petit peu ses recherches. On plonge dans sa documentation, on plonge dans ses carnets, on plonge dans ses photos. Et puis on plonge dans une petite... D'abord, il y a un premier extrait du mariage où on voit la mariée qui arrive dans les films 16 mm. Donc je pose tout ça, je pose son histoire à elle et je pose son travail avant de commencer l'histoire des réfugiés. Donc je contextualise le tout. Et ensuite, quand vient frapper à la porte, l'histoire récente et tragique du Darfour, bon bah là on est disposé et on sait à peu près d'où ces gens viennent. Et mon souci permanent, c'était dans ce film, c'était de faire un film différent de... Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits depuis quelques années, et pour cause, parce que c'est un sujet absolument essentiel et fort et fascinant et émouvant. Et donc voilà, de nombreux réalisateurs, des gens de théâtre, des metteurs en scène, tout le monde a envie de s'emparer de la question des réfugiés. Mais j'ai voulu sortir du thème général des réfugiés et m'intéresser à un peuple précisément et raconter leur histoire et leur rendre leur histoire, parce que pour certains, c'est une histoire qui est perdue. La plupart des jeunes réfugiés qui viennent chez Marie-Josée découvrent des choses eux-mêmes sur leur propre pays grâce au travail de Marie-Josée. Donc c'était ça, moi, qui était le moteur le plus important, c'était de rentrer dans l'histoire du Darfour à travers le travail ethnologique et ensuite de faire intervenir leur témoignage, voilà, par ponctuation. Et à chaque fois, je redéroule, je vais, je viens, je vais, je viens. Et j'ai orchestré les témoignages des réfugiés un peu par étapes et de manière chronologique, c'est-à-dire que le premier venu réfugié nous raconte l'attaque quand il avait 13 ans, qu'il était lui-même dans une école coranique, qui s'est fait pourtant attaquer au cri de Allah Akbar, et puis tout simplement l'attaque, la fuite. Voilà, la deuxième réfugiée nous raconte la vie dans les camps, c'est ce qui suit après, entre 2005 et 2015, la vie dans les camps. Et puis ensuite, on remonte et on arrive en Libye. Et on nous raconte ce que c'est que de traverser la Libye, d'être enfermé et esclavagisé en Libye. Et puis ensuite, on arrive à la Méditerranée. Et ensuite, la traversée de la Méditerranée, etc. Donc j'ai croisé, il y avait une espèce de temporalité dont on ne se rend pas forcément compte, mais en tout cas qui peut-être aide à tisser, à remonter le fil de la petite histoire, qui n'est pas petite, mais voilà, et puis de la grande histoire générale du pays. Alors juste avant de vous donner la parole, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais que c'est peut-être la petite chose qui m'a chiffonné. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une expression en Picardie, ça, qui m'a chiffonné, c'était en fin de compte que à un moment donné, quand tu as les gens qui disent ce qu'ils ont vécu et tout ça, tu as mis des images actuelles ou pas actuelles, mais en tout cas, je ne sais pas si je peux appeler ça des images d'illustration. Et moi, je me disais, mais bon, je te connais, tu ne voulais pas faire ça dans le sensationnel. Il n'est pas question de ça. Mais moi, en tant que spectateur, j'en avais assez de ce qui me racontait. J'avais peut-être pas nécessairement besoin de ces images. Je voudrais savoir quelles questions vous vous êtes posées au montage là-dessus, et toi et ton monteur, par rapport à ça. Est-ce que vous aviez pensé à pas en mettre et pourquoi vous en avez mis en fin de compte? Alors ça, là, je vous ai parlé de la grande structure du film. Et effectivement, après, il y a tout un deuxième passage au montage. Le montage a duré à peu près 6 mois, voire un peu plus, sans parler des finitions, sans parler du montage son et du reste. Mais effectivement, dans la grande structure et la grande colonne vertébrale du film, au début, il n'y avait ni image de contextualisation comme le journal de 20 heures avec David Pujadas, ni les images de la guerre. Voilà. Et je considérais, moi aussi, que c'était suffisant, que leur récit était suffisant. Cela étant,
quand on a fait le visionnage, il est apparu évident qu'il nous manquait de la contextualisation et qu'il fallait que je plonge dans les images journalistiques qui n'ont pas le même statut dans le film que les images de Marie-Josée, qui sont vraiment là pour apporter des éclairages. Donc j'ai fait une petite contextualisation au début sur l'arrivée de Béchir au pouvoir. J'ai fait une contextualisation aussi de quelle était la situation en France. Est-ce qu'on était au courant de ce conflit ou pas du tout? Parce que des fois, on a l'impression, on pourrait croire certaines personnes découvrent l'existence du Darfour, même ne savent pas où ça se trouve, ne sauraient pas le placer sur une carte, ce qui s'y est passé, ont oublié le génocide du Darfour. Et donc, j'ai remis ça aussi pour remettre dans les esprits et pour nous remettre un petit peu, pour nous secouer aussi, nous, un petit peu par rapport à ça, voilà, et recontextualiser. Et rappeler que c'était le conflit le plus meurtrier et qu'en 2005, David Pujadas, à l'ouverture de 20h, nous en alertait. Voilà. Et puis c'est passé très rapidement. Et ensuite, les autres images auxquelles tu penses, j'imagine ce que moi j'appelle, ce qu'on appelait nous au montage, les réminiscences. Les réminiscences pendant que les rescapés sont en train de raconter leurs histoires, parce que ça, c'était lié à une expérience, moi, personnelle pendant le tournage, où je les voyais au moment où, moi, quand j'ai fait raconter son histoire, quand il m'a raconté son histoire, la personne que j'hébergeais chez moi, c'était très poignant et très dur et très violent pour lui. Et il m'a raconté tout ça. Donc il a vécu à peu près l'histoire que vous avez vue. Il était avec son frère. Son frère s'est fait tuer devant lui. Lui, il a été laissé pour mort avec 3 balles dans le corps. Il s'est réveillé une fois qu'il était pris en charge, mais 24 heures après. Et donc de me raconter tout ça, il s'est écroulé et il n'a pas pu finir de raconter. Et quand il me racontait ses histoires, je le voyais partir. Je le voyais, ses yeux décrochés et partir. Et quand on a fait le film sans ces réminiscences, on s'est dit, mais et surtout j'ai fait ce travail-là avec Jean-Pierre Krief, qui est aussi un réalisateur que j'admire énormément et qui m'accompagne depuis toujours. Et il m'a dit, mais là Camille, on a besoin nous aussi de voir. Peut-être que quand elles y seront là, tu auras des gens qui vont te dire, il l'avait anticipé lui. Ils vont te dire, on n'en aurait pas besoin, le récit suffit, etc. Mais sauf que si tu mets pas le contexte, tu mets pas les réminiscences, en fait non. Ça manque. Et il faut montrer la violence de ce que ça a été. Il faut mettre des images, pas trop, c'est toujours, à chaque fois, c'est des extraits de 10 à 12 secondes, pas plus. Mais il faut mettre des extraits pour qu'aussi montrer la violence et montrer ce que ça a été. Et voilà, pour nous réveiller aussi et pour réveiller le spectateur. Et évidemment, il avait en lui-même anticipé que voilà, ça pourrait, pour certains, ne pas être utile. Mais c'est le genre de choses, on se dit, c'est pas utile une fois qu'on les a vus. Mais quand ça y est pas, en fait, ça manque. Voilà. Et donc, nous, on a fait, c'était vraiment ça, des allées et venues. On a fait avec Jean-Pierre, on a fait sur ces choses-là, sur ces détails-là, comme sur les informations à la fin, la façon de dire au revoir à Marie-Josée, remettre ce dernier extrait du film de Marie-Josée un peu en cinéma muet, qui est une façon aussi d'évoquer les fantômes de tout ce qui a été perdu, etc. Il y a des gens que ça dérange parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, etc. Notamment Marie-Josée qui dit « Mais pourquoi tu montres cette danse de l'autruche ? Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la danse de l'autruche. » Et je lui dis « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est la danse de l'autruche, que c'est le peuple de l'autruche. Parce que dans la légende, une autruche a protégé un bébé qui était resté tout seul au soleil et qu'elle est venue le couvrir de son aile et le protéger et donc le sauver. » Ce qui est une très belle histoire, mais ça c'est autre chose et on n'a pas le temps de raconter tout ça. Et je lui dis ça, ce sont les fantômes du Darfour. Et c'est tout ce qui a été perdu, et c'est aussi un hommage à ton travail, c'est aussi un hommage au cinéma muet, c'est aussi un hommage à toi cinéaste et à Jean Rouch, et c'est un moment aussi où à la fin on a 30 secondes comme ça pour digérer un peu tout ce qu'on a vécu. Et voilà, et toutes ces petites choses-là, bon bah ça c'est les finitions au montage, c'est ce qu'on fait dans le dernier mois. Mais en fait, quand elles y sont pas, ces images, bah voilà, elles manquent. Mais la parole est à vous. Si vous avez des questions et des remarques. Bonjour, merci pour ce film. Personnellement, je le recommanderais chaleureusement à sa sortie. À propos de vos dernières remarques sur différents statuts d'image, notamment les images qui semblent, enfin les images d'exaction qui semblent être filmées du côté des agresseurs, comment êtes-vous parvenu à récupérer ces images?
Première question. Et deuxième question, par rapport aux archives 16 mm que vous découvrez là avec nous, en fait, derrière le duvet, ce qui est un moment de révélation assez magique. Les films de cette dame ont été diffusés à l'époque où elle travaillait comme ethnologue. Enfin, ils sont connus dans le milieu de l'ethnologie, de l'ethnographie. Ils ont été diffusés. Il y a des films terminés qui ont circulé. Alors, pour répondre à la première question, j'ai récupéré les images de guerre sur Internet, tout simplement, sur Facebook et aussi à travers des médias soudanais dissidents. Voilà. Mais effectivement, ce sont des images qui servent de propagande, en fait, et donc que les agresseurs, que les milices janjaouides diffusent eux-mêmes sur Internet pour effrayer les populations par fierté. Donc c'est assez facilement récupérable. Et ce qui était aussi le plus impressionnant, c'est qu'en fait, il y en a qui correspondent exactement. Enfin, toutes les histoires, c'est comme le processus est vraiment systématique, la façon dont les janjaouides intervenaient, ça correspondait vraiment à certains des récits qu'on avait. Et c'était très très proche, très similaire. Et ça, c'est des images qui circulent sur Internet, sur Facebook, et que m'ont donné les réfugiés que j'ai filmé. Et souvent, ils me disaient « Ah, si tu veux voir l'attaque de ce village », et puis là, il y en a une la semaine dernière, et il y a certaines images qui datent d'il n'y a pas si longtemps, parce que ça continue encore en ce moment au Darfour. Il y a encore des villages massalites qui sont attaqués. Il y a encore eu une dizaine d'attaques en 2021. Il y a eu des attaques il y a 2 mois, au moment où j'étais au festival Jean Roux, justement. Il venait d'avoir 2 attaques qui avaient fait 220 morts de villages massalites près de El Geneina. Et donc j'avais accès, en fait on trouve ces images sur Internet, que ce soit dans les réseaux de militants de défense des peuples du Darfour qui montrent ce qu'ils ont subi, ou que ce soit les gens qui font les exactions et qui sont fiers et qui font de la propagande avec ça pour montrer ce dont ils sont capables. Quant à la deuxième question, Marie-Josée a travaillé toute sa vie au CNRS, donc elle a fait des films pour le CNRS. Ces films ont été faits dans les années 60 avec une voix off au timbre de l'époque, qu'elle a montré dans des séminaires, mais qu'elle n'a jamais montré au-delà des séminaires. Il y avait des films sur les rites, les films sur le mariage, la danse de l'autruche, avec une voix qui explique ce que c'est. Et puis il y avait toute une série d'images qu'elle avait filmées elle, mais dont elle n'avait jamais eu l'usage, qui sont ce qu'on voit, le joueur de harpe, les scènes au marché, la prière, toutes ces choses-là que je mets dans le film, les danses, certaines danses, les femmes qui sautent, ça c'était aussi des petits extraits. Mais c'était vraiment des films d'ethnologues et qui ont été montrés que dans le milieu des ethnologues. Et Marie-Josée Tubiana n'est pas une ethnologue très connue. Elle est connue des spécialistes, elle est connue des africanistes, elle est connue de gens qui travaillent avec les réfugiés, qui font appel à elle souvent. Mais Marie-Josée a fait une bonne partie de sa vie avec son mari. Et son mari, lui, était un directeur de laboratoire au Musée de l'Homme et un linguiste renommé. Et donc, je ne dirais pas qu'elle a travaillé dans son ombre, mais parce que c'était une période, elle en a été très heureuse de sa vie avec lui et de sa collaboration. Mais en même temps, moi je l'ai bien remarqué, elle n'a pas été mise en avant, mise en lumière. Et ce qui m'intéressait aussi avec ce film, c'était de rattraper un peu ça et de la mettre en lumière et de mettre son travail en lumière. Et son travail qui, à l'époque, peut-être dans les années 70-80, alors qu'il ne se passait pas grand-chose de très notable pour nous, Français, en plus parce que le Soudan est une ancienne colonie anglaise, donc les chercheurs français s'intéressent principalement, parce qu'on trouve des financements, parce que les gens parlent la langue, aux anciennes colonies françaises, c'est-à-dire au Tchad à côté. Et elle, faisant ses enquêtes au Darfour, dans un pays qui n'intéressait pas grand monde, ici, c'était vraiment, ces travaux étaient restés beaucoup dans l'ombre. Et le film est aussi un film sur le travail de l'ethnologue, sur la patience, sur la minutie, et tout ce qu'elle a fait. Normalement, ça aurait dû finir posé sur des bibliothèques et servir aux autres chercheurs dans 20 ans, dans 50 ans, pour les gens qui se seraient intéressés à cette période, mais ça aurait concerné très peu de monde. Et elle ne savait pas elle-même que tout son savoir allait lui être utile
de manière tout à fait concrète pour changer le cours de vie des gens 20 ans après. Et donc voilà, il y a plein de chercheurs, donc c'est aussi un hommage au travail de recherche qui est... on dit, on fait de la recherche, ça sert parfois, souvent à pas grand-chose, on peut critiquer la recherche, mais en fait la recherche, ça sert toujours à un moment donné à quelqu'un, et là on en voit l'illustration parfaitement. Donc c'était aussi pour mettre en lumière son travail et ses films qui n'ont pas été beaucoup montrés, ses photos ont été très peu montrées, donc maintenant on va s'occuper avec un fonds d'ethnologues pour regrouper tous ces films et pour qu'ils soient bien documentés, archivés, inventoriés. Une dernière remarque. Ces traditions sont éradiquées par la doxa islamiste, donc manifestement, ces traditions n'ont plus cours au Darfour. Non, la plupart de ces traditions n'ont plus cours, et déjà même à son époque, avant le génocide, un des livres qu'elle a écrit s'appelle « Croyances pré-islamiques »,« Survivance pré-islamique » au Darfour, et elle avait déjà senti l'urgence de raconter, de documenter toutes ces croyances, tous ces rites, et donc j'en montre certains dans le film, et c'était déjà en cours avec les faquis qui disaient non, ça c'est pas islamique, et donc voilà. Donc ça, elle en avait senti l'urgence, et ensuite on a vu ce qui s'est passé. Elle pensait pas que ça allait devenir si brutal, évidemment, mais ça l'est devenu effectivement très brutal. Donc là maintenant, il y a plus du tout, enfin il y a très très peu de survivance de ces rites. Merci pour ce très beau film. Et j'espère qu'il sera vu par un maximum de monde. Parce que là, vous avez pris un cas particulier d'une femme, c'est une héroïne. C'est quand même une chercheuse qui a cherché avec des fonds publics toute sa vie et qui maintenant continue à être fidèle à son engagement par rapport aux gens qu'elle a fréquentés. Et c'est une femme, de ce côté-là, votre film est une merveille. Voilà. Ceci dit, moi je vais vous dire que je fais partie des pauvres malheureux qui essaient d'aider les migrants. Et c'est pas ceux du Darfour, là, je regrette. Là. Chez moi, c'est plutôt la Guinée, parce que je suis de Bayonne. Et depuis que l'Italie a fermé les portes, tous ces gens passent par l'Espagne et donc arrivent chez nous. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tel univers entre ce que vous montrez, je veux dire, votre envie de le montrer, votre façon de le montrer et votre morale. Et tout ce qu'on entend comme discours à la télévision de tous ces gens qui sont là dans les rues, qui nous gênent et qu'on ne va pas pouvoir s'occuper de tout le monde, mais enfin quand même, on ne peut pas s'occuper de la misère du monde, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous le voyez. Il y a quelque chose de... Parce que là, cette femme magnifique, là, elle a une action formidable. Et vous avez une action formidable. Mais à côté de tout ce qui devrait être fait, de ce qui n'est pas fait, quand vous voyez qu'il y a des gens on leur pique tout du jour au lendemain, ils n'ont plus de tente, ils n'ont plus rien. Ils sont plus traités comme des humains. Ils sont même pas écoutés. Voilà. Eh bien, voilà. Il y a de quoi avoir mal. C'est-à-dire, il y en a, c'est extraordinaire. La CIMAD fait un boulot sensationnel. Et vraiment, c'est un boulot de fourmi. Il leur faut un courage et une ténacité magnifique. Et voilà. Alors, d'un côté, il y a des gens dans l'ombre qui essaient de travailler, enfin, qui travaillent le temps qu'ils peuvent. Et puis, mais il y a quand même une majorité de gens en France qui l'ignorent, qui veulent l'ignorer. Voilà. Je pourrais en parler encore longtemps, mais voilà, je vous remercie et j'espère que ce magnifique film, d'ailleurs je vois déjà ce qui va se passer, hein, il va être encensé par des gens qui, à côté de ça, ils en ont rien à foutre. Hein, voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage. Juste derrière, j'ai l'impression, il y avait quelqu'un. Oui, je vais rebondir. Je souhaitais juste dire que le troisième film dans le film, c'est quand même la position de l'Europe et de la France par rapport à l'accueil des réfugiés. Évidemment. Et que, merci, sauf que, oui, effectivement, je pense comme madame, tout le monde s'en fout. Les Français s'en foutent. Enfin, je veux dire, ils ont quand même voté à Front National majoritairement. Oui, oui. Alors,
voilà, même dans cette salle, il y a des gens qui s'en foutent et qui l'ont vu quand même, ce film. C'est dur, quoi. Oui, Voilà. mais ça... C'est l'Europe. Oui, oui. C'est quand même... Oui, mais moi j'ai mis justement ce passage-là sur... c'est important. Voilà, sur tous les accords passés pour les contrôles des populations. Et pour moi, c'est un petit peu aussi la lame de fond dans le film. Enfin, moi, quand je revois le film, je trouve le moment le plus glaçant, en fait. Et voilà, et on en prend chacun pour notre grade dans cette histoire. Mais malheureusement, bien sûr, plus il y a de monde qui verra le film, plus peut-être il y aura de compréhension et les gens regarderont les réfugiés qui croiseront dans la rue en se disant bah tiens, lui, son histoire, c'est peut-être la même que celle que j'ai vue dans le film. Mais comme l'Ofpra, personne ne les croit. On l'espère. Oui, mais bon, voilà, après... De toute façon, je ne suis pas... Enfin, je suis malheureusement assez persuadé que les films, aussi forts, aussi beaux, aussi puissants qu'ils puissent être, ne changent pas le monde, malheureusement. Et voilà, ils changent les gens qui les font. Ils changent voilà, quelques personnes qui les voient. Mais en réalité, voilà, c'est pas ça qui va faire changer les politiques migratoires de l'Europe. Je le crains. Mais au moins, ça existe, au moins, c'est dit, au moins, ça changera une ou deux personnes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le problème de fond soulevé dans le film, c'est évidemment la politique migratoire européenne. Et c'était la raison de départ du film et d'envie de faire le film. Oui, je voulais vraiment vous remercier, moi aussi, parce que... je trouve que la force de ce film, c'est d'avoir dans ce petit appartement de Paris, faire rentrer la force de l'histoire des réfugiés. C'est extraordinaire, voilà, parce que c'est un condensé de ce qu'on peut savoir certains ou certaines de ce qu'ils ont vécu. Et comment, voilà, vous avez filmé au plus près, mais avec en même temps une pudeur extraordinaire. Pudeur d'ailleurs que Marie-Josée a aussi, comment elle sait s'arrêter dans les questions à des moments tout en étant exigeante, parce que pour l'avoir fait moi-même dans mon travail, je sais comment c'est très difficile d'élaborer les récits de vie de ces personnes, parce qu'entre le traumatisme, l'oubli, la peur, croire qu'en disant ça, le dossier a plus de chances d'être accepté, et voilà, enfin bon. Tout. Et alors, j'avais une question, je voulais savoir comment elle est arrivée à faire ce travail, Marie-Josée, son travail de chercheuse, comment elle a mis elle s'est mise au service de ces réfugiés, de cette cause. Alors, elle a été sollicitée, en fait. Elle était en retraite, elle continue à travailler parce qu'elle dirigeait aussi une collection chez l'Harmattan pour les travaux sur l'Afrique de l'Est. Mais voilà, elle n'était plus dans son travail d'enquête, elle ne travaillait plus sur le Darfour ni sur le Soudan. Et en fait, c'est le premier réfugié qui est venu frapper à sa porte, c'est en 2011. Et il avait entendu parler de Marie-Josée, son dossier avait été refusé à l'OFPRA. Et il connaissait une personne qui connaissait Marie-Josée, c'est-à-dire un des traducteurs qui travaille avec elle. Et un jour, ce traducteur qui est dans le film, lui, l'appelle en disant il y a un réfugié qui vient de mon coin et qui a été refusé à l'OFPRA. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour l'aider? Et à ce moment-là, elle ne savait pas très bien quoi faire pour l'aider. Donc elle l'a reçu et elle a lu le refus, elle a vu tout ce qui n'allait pas et elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait plein d'erreurs et qu'il y avait plein de choses qu'il n'avait pas dites. D'abord parce qu'il ne raconte pas volontiers les choses. D'autre part parce qu'il y a beaucoup de soucis de traduction aussi, parce qu'à l'OFPRA, eux parlent un arabe soudanais ou alors parlent le massalite ou alors parlent le four et le traducteur est la plupart du temps un traducteur du Maghreb. Donc ils se comprennent au début pour dire bonjour, ça va, tu me comprends quand je te parle, pas de problème. Et puis ensuite, quand ils rentrent dans des mots de vocabulaire plus précis, ils ne se comprennent pas toujours. Et d'autre part, si on ne fait pas parler la personne, elle ne va pas raconter les violences, elle ne va pas raconter exactement quelle heure il était, dans quelle pièce il était quand c'est arrivé. Enfin, toutes ces petites informations de contextualisation qui permettent d'apporter de la véracité. C'est comme l'histoire des cartes.
Si jamais ils parlent d'un village et qu'eux n'ont plus les cartes, parce qu'ils n'ont pas les cartes du colonel Grossard qu'elle a, ou alors les cartes dont elle a elle-même fait le relevé, qu'on voit dans le livre à un moment donné, c'est elle-même, on dit mais ton village n'existe pas, et elle arrive à le prouver. Donc la première fois qu'elle a fait ce travail, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément d'erreurs, énormément de problèmes et un manque d'informations. Donc elle a aidé cette personne à raconter son histoire et à apporter des précisions. Et ensuite, elle a apporté des cartes, elle fait des photocopies des cartes qu'elle joint au dossier. Elle aussi joint des rapports, que ce soit de l'ONU ou d'autres organisations internationales, sur les massacres qui ont eu lieu, qui ont été documentés. Et voilà. Et donc il y a eu le premier, et puis ensuite il y a eu un deuxième, parce qu'en fait ça arrive souvent, et ensuite un troisième, et voilà. Et après il y a une espèce de bouche à oreille qui a fonctionné, parce que à Paris, que ce soit à Porte de la Chapelle ou peut-être même déjà encore au Darfour, on a le souvenir de Marie-Josée Tubiana qui est passée là pendant une vingtaine d'années et qui a vécu avec eux parfois une année complète. Et ensuite, c'est les gens qui, parce qu'évidemment les communautés sont soudées en France quand elles arrivent, et donc ils savent qu'ils peuvent aller frapper à la porte de Marie-Josée en cas de problème. Voilà, donc c'est venu comme ça, c'est eux qui sont venus à elle. Elle a été rattrapée par l'histoire, si je puis dire, par son histoire. C'est un point de sémantique. Quand on montre des films assez anciens où on montre l'exode en France, jamais personne ne parle de migrants. Tout le monde parle de réfugiés. Eh bien, la première chose qu'on peut faire, nous, à notre très modeste niveau, c'est de s'interdire, mais absolument, le terme de migrants. Ce sont des réfugiés, comme les réfugiés qui traversaient la France avec leurs charrettes et qui nous faisaient pleurer dans certains très beaux films. Mais des réfugiés. Mais c'est le terme que j'utilise et qu'on utilise avec Marie-Josée. Entendu. Oui. Mais ça ne s'adresse pas à vous. Non, mais vous avez raison. C'est très. À notre très humble niveau. Oui. Mais vous avez tout à fait raison. Les mots ont une importance infinie dans cette histoire. Et effectivement, de parler de réfugiés. Et là, en l'occurrence, parfois même, je parle de rescapés, parce que ce sont les rescapés d'un génocide. Et c'est important, et ce ne sont pas de simples migrants, même s'il y a des migrants aussi qui viennent ici parce qu'ils fuient la misère, d'autres migrants qui juste ont envie d'ailleurs, et que toutes les raisons sont bonnes pour migrer, selon moi, parce que si certaines personnes peuvent migrer, d'autres doivent pouvoir le faire. Mais là, en l'occurrence, il s'agit effectivement de réfugiés. Bon, alors moi, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas essayé d'aller filmer plus haut, dans ces bureaux où les gens prennent les décisions? Est-ce que vous avez voulu le faire et c'était refusé? Ou est-ce que c'est volontairement qu'on vous n'êtes pas pu aller voir jusqu'au bout? Qui est-ce qui prend ces décisions? Comment ça se passe dans ces bureaux? Pourquoi il n'y a pas cette suite? Alors ça, je n'ai même pas essayé parce que ça ne m'intéresse pas, parce que j'aurais reçu un discours de langue de bois et parce qu'il y a de nombreux films et de nombreuses enquêtes journalistiques qui sont faites avec ces gens-là et qui dénoncent ça. Et il y a déjà tout un travail. Et quand moi je fais ce film, je suis obligé de suivre la loi du film à un moment donné. Au début, c'est moi qui suis maître de la situation, et puis très rapidement, c'est le film qui devient maître de la situation, et le film ne me laissait pas l'opportunité d'aller passer à une enquête journalistique tout à coup en allant frapper à la porte des bureaux. Je préférais rester avec Marie-Josée qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin, et rester avec les réfugiés qui, de par leur témoignage, apportaient aussi tous les éclairages dont j'avais besoin. Et ça aurait été une autre film. Et pour faire ça, il n'y avait pas la place dans ce film. Donc je n'ai même pas essayé, je n'ai même pas eu besoin. Et en plus, avec les images des accords de La Valette, avec les images de l'Union européenne, parce que toutes les images que j'ai récupérées, ce sont les images qui sont en libre accès sur le site de l'Union européenne. Donc je n'ai même pas eu besoin de le faire. Voilà. C'est comme Marie-Josée, par exemple, je l'ai filmée beaucoup. Elle a une activité aussi de se déplacer, d'aller voir les gens de la CIMAD, d'aller voir les gens de la Ligue des droits de l'homme, d'aller voir tous les gens de l'ombre, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés, que ce soit pour les accueillir, que ce soit pour
les accueillir, leur donner des cours de français, les aider dans leur démarche. Voilà, un travail moins précis que celui de Marie-Josée, mais tout aussi important. Et donc Marie-Josée va de temps en temps, on est allé ensemble à Briançon, justement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient à ce moment-là par le col de l'Échelle. Et donc elle est allée faire des présentations de la situation au Soudan, et puis elle est allée faire des entretiens là-bas aussi. Donc je l'ai accompagnée, je l'ai filmée, et puis on est allé aussi ensemble à Calais, on est allé ensemble dans le sud de la France. Mais ça, malheureusement, il n'y avait pas la place dans le film parce que ça devenait autre chose. Et c'est un autre film et on se mettait à parler de tout ce réseau qui est très important et très utile. Mais c'était un autre film. Voilà, si je voulais raconter l'histoire du Darfour, il fallait que je reste dans ce salon avec elle. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont été faits et dont des très beaux que vous connaissez sûrement, qui ont été faits sur la question des réfugiés en général. Et moi, je voulais faire une question de réfugiés précis. Alors, d'abord, merci pour ce vraiment très, très, très beau film. Et tu viens de parler de précision. Et justement, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire dans ce film, c'est le portrait de Marie-Josée. Et c'est que ce film montre l'importance de la précision quand on veut défendre les droits des... Alors, je reviens aussi sur réfugiés. Je suis d'accord pour dire réfugiés, sauf que réfugié, c'est un terme, c'est quand on a eu... On est reconnu réfugié. Et tous les gens qu'on voit là, c'est pas des réfugiés, malheureusement. Nous, on dit que c'est des réfugiés, mais c'est des demandeurs d'asile. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à prouver quelque chose. Et ça, c'est super dur. Alors, par rapport aussi, ce que je voulais dire par rapport à l'OFPRA et aux questions qui ont été posées sur justement ces rendez-vous qu'il y a avant avec l'OFPRA, donc qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui décide si oui ou non les personnes vont être reconnues réfugiées. Effectivement, ce qui est terrible par rapport à la précision dont on parle, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout formés, qui ne connaissent pas du tout la situation dans les pays, et que des gens comme Marie-Josée et d'autres, et des avocats aussi, sont absolument essentiels pour que la personne ait une chance d'être reconnue. Et c'est ce que, à la CIMAD, donc je suis ici avec d'autres de la CIMAD et des personnes d'Amnesty aussi qui ont travaillé ensemble sur Cahors, voilà, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, on se bat pour essayer de trouver les bons avocats, les bonnes personnes, des gens comme Marie-Josée aussi, parce que nous, on écoute ces gens, mais on sait que c'est important d'avoir une expertise. Et là, il y a un article que si vous pouvez le lire, qui est sorti dans Le Monde le 17 août, et qui est une psychiatre qui s'offusque et qui parle du scandale, hein, c'est ça, de la maltraitance à l'OFPRA. Voilà. Alors, et juste, je finis juste parce que je voudrais dire une chose bien sûr. que tu poses à la fin du film et qui, moi, m'a énormément touchée, c'est quand Marie-Josée dit j'aimerais bien me poser un peu. Alors, bravo Marie-Josée, elle a 90 ans. Nous, on a moins que ça, mais on est beaucoup à avoir 70 à peu près. Et elle pose la question de la relève. Et nous, on la pose. Et je pense que il faut... Enfin, moi, je suis optimiste, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens, plein de jeunes. Là, j'ai vu, il y a plein de jeunes dehors qui ont posé des questions, etc., sur cette question. Mais franchement... voilà, moi il faut qu'il y ait plus de gens et ça s'apprend. Et on peut apprendre ensemble à être plus experts. On ne sera jamais autant que Marie-Josée parce qu'on n'est pas des ethnologues, parce qu'on est... Voilà. Mais c'est possible. Oui, le problème le manque de précision à l'OFPRA, ça c'est un des problèmes principaux de l'OFPRA. Donc moi j'ai rencontré des gens de l'OFPRA et des gens qui travaillent à l'OFPRA et des gens qui sont désolés de la situation dans laquelle ils travaillent à l'OFPRA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'OFPRA répond à des directives européennes déjà. Ça ne dépend pas que de la France. Ensuite, les directives françaises ne valent
pas grand-chose de mieux que les directives européennes en ce moment. Il n'y a que l'Allemagne qui a eu une politique différente, courageuse et généreuse. D'autre part, à l'OFPRA, c'est une office qui a très peu de moyens, évidemment, parce qu'on lui donne peu de moyens, parce qu'on est content qu'elle ait peu de moyens, et il y a donc très peu d'officiers de protection qui sont spécialisés. Il n'y a pas de spécialisation à l'OFPRA, en fait. Donc quand on est officier de protection et qu'on recueille les récits de vie, qu'on fait l'entretien qui va permettre de décider si oui ou non il s'agit de quelqu'un qui peut obtenir l'asile politique en France, c'est une personne qui va couvrir la région de l'Égypte, du Darfour, du Soudan, du Tchad, et ça remonte jusqu'au Yémen, la Syrie, l'Afghanistan, et donc il va écouter et récupérer les récits de gens dont il connaît en fait mal l'histoire. Et par exemple, à l'OFPRA, il n'y a pas de véritable africaniste. Voilà. Donc c'est aussi un manque de moyens, mais parce que c'était une volonté politique. Voilà. Et il y a des gens qui travaillent à l'OFPRA et qui sont des gens bien, et il y a des gens qui travaillent à l'OFPRA qui font mal leur boulot, mais il y a aussi de toute façon un manque de moyens et un manque de précision. Quant à la relève et la question de venir en aide aux réfugiés et que vous, moi ce que j'ai vu en me promenant à travers la France avec Marie-Josée ou tout seul pour aller voir, effectivement, c'est principalement des gens qui sont en retraite, qui ont 65 ans, 70 ans, voire 80 ans. C'est aussi, je le dis, c'est à 80% ou à 90% des femmes. Voilà. Il y a très peu d'hommes qui prennent le temps de faire ça. Voilà. Et donc là, il y a une réserve déjà, même chez les gens de 70 ans, il y a une réserve. Donc les hommes peuvent aussi voilà, faire ce travail-là. Et dernièrement, le problème de la relève, dans les salles de cinéma comme ici, c'est pas ici qu'on va trouver beaucoup de relève parce que, en plus de vous occuper des réfugiés, les gens qui ont 65 ans, 70 ans et 80 ans sont les spectateurs des festivals de documentaires et de cinéma d'auteur. Et donc moi, à chaque fois que je fais des présentations, et là encore, il y a quelques jeunes, mais il y a quand même principalement 80% de gens qui ont, je pense, plus de 50 ans. Et à chaque fois que moi je fais mes présentations, que j'arrive dans une salle pour présenter mon film, il n'y a que des têtes blanches. Alors j'en suis ravi, mais voilà, c'est un des soucis du cinéma français, c'est un des soucis du documentaire, c'est que, et heureusement que vous êtes là, mais si vous n'étiez plus là, il n'y aurait personne dans la salle en fait, parce qu'à chaque fois, il n'y a que quelques jeunes. Donc ça, la relève, c'est un problème effectivement complexe. Je vous remercie quand même à vous tous. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci. Et merci à toi. Merci. Et merci à toi, Philippe.